Anna qui est là, qui est infirmière à l'association, donc vous venez de mentionner, qui est Griselidis, qui est aussi une association de santé communautaire. Donc je vais laisser Anna tout simplement nous présenter l'asso et leurs actions de médiation en santé sur Toulouse. Bonsoir. Alors moi, je remplace au pied levé mon collègue June qui a l'habitude de parler. Donc, je vais faire de mon mieux pour reprendre son intervention. Je parle aussi, si vous voulez me corriger les collègues, n'hésitez pas. Griselidis, on est une asso de santé communautaire par et pour les travailleurs, travailleuses du sexe, qui existe depuis 2000 à peu près. L'émission, c'est un peu large, je vous le fais rapidement. On va dire accès aux droits, accès aux soins, dépistage et lutte contre les violences et les discriminations, avec un pôle plaidoyer également. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, donc moi je vais juste, on m'a demandé de faire un peu plus court aussi, vous parler de la composition de l'équipe. Je suis extrêmement stressée, donc je respire. On est une équipe pluridisciplinaire et du coup, dans l'équipe depuis le départ, il y a des compétences dans plusieurs domaines. Le sanitaire et le social, les migrations, le travail du sexe évidemment, rue et Internet. Et il y a aussi une partie de l'équipe qui fait partie de la communauté LGBT+. On parle aussi plusieurs langues au sein de l'équipe. Anglais, pidgin, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une langue parlée au Nigeria et d'autres pays autour. Bulgare, espagnol, turc, russe. Bon, ça nous permet d'avoir quand même des contacts assez facilement avec pas mal de personnes qu'on rencontre. La santé communautaire, j'imagine que vous avez une petite idée, mais c'est né en France, en tout cas beaucoup dans les années 80, dans la lutte contre le VIH-Sida, par les personnes concernées, leurs proches. L'association, elle s'est montée au départ par une travailleuse du sexe et une ou deux infirmières. Donc dès le départ, il y avait une personne du terrain qui travaillait dans la rue, qui connaissait les collègues qui travaillaient dans la rue. Ça a commencé plutôt sur la partie plutôt prévention des IST, etc. Mais désolée, je te laisse le truc. Nous, dans notre équipe, on n'a que des personnes salariées et on n'accepte pas de bénévoles. Alors je le dis parce que ça a été un petit peu abordé tout à l'heure. On estime que c'est vraiment un choix politique de l'association, c'est un travail, quels que soient nos diplômes auparavant, notre formation, etc., nos compétences. C'est un travail, on commence à la même grille salariale. Et on ne pense pas que ce travail doit être fait gratuitement et encore moins par les personnes concernées, ce qui se passe quand même beaucoup, pour pallier au manque de financement. Du coup, en gros, dans l'équipe, on a 2 personnes qui s'occupent du travail social, qui sont débordées. Un pôle administratif pour gérer toutes les demandes de subventions qui sont très nombreuses, avec 4 personnes. Un poste infirmier, presque 2 bientôt, dont je fais partie. Et après, 5 personnes qui travaillent en médiation en santé. Donc ça fait quand même... Et ces 5 médiatrices en santé, plus là les infirmières, on constitue le pôle médiation en santé. Donc c'est quand même une grosse partie de l'association. Au niveau concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On a un local, nous, on a de la chance, on a des financements, on a un local. Et on peut recevoir les gens, soit en temps collectif, soit en individuel, sans rendez-vous, sur rendez-vous, on fait les deux. Et même sur rendez-vous, on est très très souple. Par ailleurs, du coup, les gens ils peuvent demander des entretiens individuels avec une des personnes, une des salariés de l'asso. Il y a aussi une permanence psy, en plus, qu'on a mise en place il y a 2 ans. 2 fois par mois, 2 journées entières par mois. Il y a aussi une prof de français langue étrangère qui vient 2 fois par semaine, une avocate qui vient 1 fois par mois. Notamment très important sur la partie de lutte contre les violences, c'est bien d'être vraiment accompagné par une professionnelle qui s'y connaisse. Du coup, on reçoit chez nous et on fait beaucoup ce qu'on appelle d'aller vers. Donc on fait des maraudes dans la rue, à Toulouse. Bon, là, on connaît bien le terrain, les gens nous connaissent bien, donc c'est pas du tout difficile d'aller à la rencontre des gens. On sait où ils sont, à quelles heures.
Et puis des fois, on fait des maraudes exploratoires pour vérifier s'il n'y a pas des choses qui nous échappent. Toutes les semaines, on fait 2 jours, 2 nuits. On a des collègues qui font des maraudes sur Internet, des maraudes virtuelles, donc sur les sites où des travailleurs, travailleuses du sexe proposent leurs services. Nos collègues les contactent, envoient des messages types, leur envoient en plus des choses, notre lien pour le site, notre Instagram, etc., pour que les gens puissent vérifier qu'on n'est pas un agresseur potentiel ou une arnaque. Et on propose de l'envoi de matériel dans toute la France, sauf Paris, parce qu'il y a trop de monde. Mais sinon, on le fait dans tous les départements de France. Et là, on peut envoyer des préservatifs, du gel lubrifiant, des autotests VIH, différentes choses. En ce qui concerne les personnes qui travaillent dans la rue, à Toulouse, en tout cas, nous, on a trouvé des moyens d'avoir un accès facilité au dépistage au moins, parce qu'on fait aussi des tests rapides d'orientation diagnostique, des TROD, et on a un partenariat avec le CGID et la PAS. On a 2 lundis après-midi de réservés par mois, où on peut venir avec un nombre de personnes, 4-5 personnes, mais en fait c'est flexible, et si on est 8, ça passe. C'est pas confort, on attend, mais... Et en plus, maintenant, le CGID vient chez nous. Et puis là, on va faire un nouveau truc, c'est que le CGID va venir avec nous dans le bus. C'était pas une évidence au départ de ramener des médecins et des infirmières, pas de l'association chez nous. Notamment parce que le travail du sexe, c'est une activité qui est extrêmement stigmatisée. Si on veut parler du croisement des discriminations, c'est vraiment un domaine qui est très très méconnu. Les professionnels qu'on rencontre en général ne savent même pas si c'est autorisé ou pas de vendre des services sexuels, ou même certaines assos parfois où professionnels pensent que c'est illégal. Si je suis travailleuse du sexe, je suis dans l'illégalité, alors que c'est pas le cas. S'il y a des questions plus tard, on pourra en parler. Je ne vais pas développer le contexte légal maintenant. Mais en tout cas, il y a une grande, beaucoup de récits de discrimination très fortes de la part des personnes qu'on accueille. Et ça se croise aussi avec le fait d'être une personne migrante, d'avoir des papiers ou pas, d'être racisé négativement. Enfin, il y a vraiment, sur la langue, on a vraiment beaucoup de récits de grosses difficultés au niveau de l'accueil, juste déjà au niveau de la santé. Que vous dire d'autre? On a un projet région. Alors le projet région, c'est qu'on va dans la région Occitanie et là on mélange l'aller vers Internet et l'aller vers de rue. Nos collègues vont faire une tournée virtuelle par exemple à Albi et nous on fait une permanence au CGID d'Albi, ce qui fait que les gens qui travaillent là-bas peuvent venir nous voir, on leur annonce notre venue et peuvent venir nous rencontrer directement. Donc là, ça permet, en termes de médiation en santé, en tout cas, on rencontre toujours les professionnels avant. Là-dessus, je vais parler d'une de mes communautés à moi, du coup, ma communauté professionnelle de soignants. Rencontrer les partenaires avant, c'est vraiment super important parce que on est très mal formés sur tous les types de discrimination, soit pas du tout, soit avec carrément une... Moi, j'ai fait mes études d'infirmière il n'y a pas si longtemps, avec une petite incitation quand même à la normativité et avec des discriminations présentes dans les discours de formation. Et donc, ça permet vraiment d'expliquer un peu, nous, notre travail, les réalités que notre public rencontre, etc. Et de sensibiliser déjà un minimum les professionnels vers qui peut-être on pourra adresser après les gens, quoi. Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, le fait d'être là, ça permet aux personnes de se sentir plus en confiance parce qu'on propose un accompagnement physique aussi dans les consultes. Et là, juste un petit message sur c'est parfois difficile en fait de négocier ça avec les professionnels de santé et c'est vraiment quelque chose de très important pour rassurer les personnes, de dire en fait, tu n'es pas seul, je viens et je vais noter avec toi, on peut décider qu'on dira rien si c'est très désagréable, si c'est très discriminant, mais en fait on va noter ensemble ce qui se passe, on débriefera après et on verra pour trouver mieux. Mais c'est au moins de ne pas laisser les gens dans l'isolement de est-ce que c'est moi qui ai un problème, mais ça se passe tout le temps mal, j'ai l'impression d'ennuyer le médecin, j'ai l'impression que je lui demande trop de choses quand j'ai besoin de faire une demande d'ALD.
On a vu des personnes, pas forcément trans d'ailleurs également, se faire engueuler par leur médecin parce que la demande d'ALD, ça prend du temps. Ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on demande très souvent. On tient à pouvoir accompagner les personnes dans les consultes et pour des examens si nécessaire, quand elles le demandent. On fait aussi des temps communautaires conviviaux, donc des repas, des temps d'aller à la piscine, aller au spa, on a fait différentes choses. Et ça, c'est aussi très important de se retrouver en fait, entre personnes qui ne se jugent pas. Et dans une ambiance, en tout cas, où il n'y a pas de danger lié au stigmate de pute, qu'on appelle stigmate de pute ou à la putophobie. Et on essaye avec le moins de discrimination possible au sein des groupes qui sont là. Il y en a toujours, mais du coup, on a une attention à qu'est-ce qu'on affiche dans le local, comment nous, on réagit quand il y a des propos discriminants, etc. Et là, depuis quelques mois, on a toujours accueilli pas mal de femmes trans à l'assaut. Mais depuis quelques mois, il y en a qui vraiment se donnent rendez-vous. Et sur les questions aussi d'avoir des lieux dédiés ou pas, je pense que dans les assos, oui, c'est important. Je pense que les autres assos communautaires le diront aussi. C'est important qu'on ait aussi ce genre d'endroit où il n'y a pas l'extérieur qui vient rappeler les discriminations, rappeler les violences subies, etc. Voilà, sur les difficultés, je peux encore 2 minutes ? Ça passe ? Non. Et juste sur les difficultés d'accès aux soins pour les personnes trans, bon, là, en fait, j'ai 2 pages, donc je ne vais pas les faire. Mais je serai là ensuite si vous voulez parler un peu d'exemples concrets. Après, ça a été vraiment très difficile à plusieurs reprises d'orienter des femmes trans sud-américaines vivant avec le VIH en rupture de traitement. Et sur des bases... Une partie parce qu'il y a des hôpitaux qui ne financent pas les pharmacies des passes pour qu'elles puissent délivrer les traitements, mais aussi parce que dans les professionnels de santé, il y avait des... Moi, je me suis entendu dire que bon, si elle avait assez d'argent pour s'acheter une trottinette électrique, elle pouvait bien payer le traitement en pharmacie. Et bon, ça, c'est un exemple très, très gros, quoi. Mais on a aussi eu des choses à Toulouse avec des hôpitaux avec qui on travaille à des moments qui disent bon elle est travailleuse du sexe, c'est bon, elle bosse, elle doit avoir des bons revenus. Son AME n'est pas renouvelé, mais elle prendra le premier mois sur son argent personnel. Du coup, il y a quand même là on voit bien aussi l'image que se font des professionnels de santé à des moments de bon travail du sexe, argent facile. Etc. Et c'est vraiment très dur après de réaccompagner les personnes vers le soin quand il s'est passé des choses comme ça. Pour tous les autres exemples, si vous en voulez, on pourra discuter après. Et j'ai ramené des plaquettes de l'association pour que vous puissiez les mettre dans des salles d'attente, ou les lire, ou les passer à des collègues, savoir au moins qu'on existe, avoir les numéros. Et, vous pouvez aussi nous contacter directement si vous avez des questions sur comment orienter vers notre asso, etc. Ah oui, sur la question des formations, on donne des formations pour l'accueil inclusif des personnes qui exercent le travail du sexe. Et on peut accompagner des équipes, des fois, quand une équipe d'une structure se pose des questions. Merci Anna. Pour rester sur Toulouse et sur les accompagnements possibles aussi à Toulouse, je vais passer la parole à Valentine Mouchard, qui est travailleuse sociale au sein du CADA Forum Réfugiés, qui est ouvert en septembre 2023 avec des places dédiées pour les personnes LGBTQIA+, et qui est accompagnée par Maureen Cochonec, qui est chargée d'accompagnement dans la demande d'asile depuis 2016. Elle a travaillé 5 ans en SPADA et 2 ans au centre d'hébergement d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous parler des parcours des personnes trans qui font des demandes d'asile, notamment en vous basant sur les personnes que vous avez pu accompagner ? Bonsoir. Alors, pour vous présenter un petit peu le CADA, déjà, donc c'est un CADA LGBTI. On dit LGBTI car c'est les seules lettres du SI qui sont reconnues par l'OFPRA. Donc c'est à savoir aussi. Donc il y a 15 places qui sont uniquement dédiées aux places LGBTI. Qui sont composés de 5 appartements diffus sur la périphérie toulousaine. C'est des appartements qui sont en colocation. Pour l'instant, on a la chance d'avoir 2 couples, ce qui permet d'avoir aucune chambre partagée.
à l'avenir, il y aura peut-être des chambres partagées, donc on est en train de voir comment faire pour pouvoir mettre des cloisons, enfin, pour que les personnes puissent se sentir en sécurité, etc. Donc, les personnes nous sont orientées au CADA uniquement via orientation de l'OFI. Donc nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Par contre, quand le CADA a ouvert, on s'est mis en relation avec pas mal d'assauts LGBT à Toulouse, afin qu'ils puissent déjà nous faire remonter les besoins, et que quand il y a des personnes, par exemple, qui sont à la rue et qui peuvent prétendre aux conditions d'hébergement du CADA, qu'on puisse le faire remonter à l'OFI, parce qu'une des difficultés peut être que si l'OFI ne nous oriente aucune personne de la communauté LGBT, les places en fait vont être données à n'importe quel demandeur d'asile, et du coup on perdrait tout le sens du cadre sécurisant que devrait offrir le CADA. Donc voilà. Le but aussi, c'est que, notamment pour les personnes trans, via le dispositif national d'accueil de l'OFI, avant qu'il y ait des places labellisées qui soient mises en place, c'est des personnes qui n'étaient pas orientables, puisque ni sur les places hommes isolés, ni sur les places femmes isolées. Et du coup, c'était des personnes qui étaient souvent dans des parcours d'errance qui duraient très longtemps. Donc c'est aussi tout le principe des places labellisées. Le but, c'est aussi de soutenir les personnes qui sont en double situation d'exclusion, puisqu'il y a déjà l'exclusion qui est liée à l'asile, et en plus l'exclusion de leur propre communauté, liée du coup à leur identité de genre ou à leur orientation sexuelle. Donc notre accompagnement, il démarre à partir de leur arrivée au CADA, et jusqu'à la fin de leur demande d'asile, à partir du moment où ils obtiennent le statut. On peut les accompagner pendant 6 mois maximum. Et après, par contre, s'ils sont déboutés, malheureusement, c'est au bout d'1 mois que l'accompagnement s'achève. Les difficultés du coup qu'on peut rencontrer au niveau de la sortie, au niveau des bailleurs, qui sont pas toujours très ouverts. Donc des fois, je me retrouve à écrire des notes sociales avec l'identité administrative et non l'identité avec laquelle la personne se définit, pour éviter une stigmatisation, et en me disant que de toute façon, une fois qu'il aura l'appartement, il sera tranquille. Mais ça pose quand même question. Et aussi au niveau des hébergements sur le SIAO, des hébergements d'urgence, c'est très souvent des places en collectif. Et du coup, c'est des personnes qui ont très souvent été agressées en collectif et qui peuvent pas y prétendre. Donc ça mène à quand même beaucoup plus de difficultés pour les sortir de l'hébergement qui est le nôtre. Il y a aussi la violence des administrations, où quand quelqu'un doit aller ouvrir un compte en banque et qu'on voit des papiers où il y a écrit femme et qu'en face d'eux, il voit un homme, il y a plusieurs personnes qui sont revenues me voir en étant quand même assez choquées de comment ça s'était passé. Donc ça peut être très violent aussi. Et après, dans les colocations, là, on a la chance que pour l'instant, ça se passe très bien. Mais malgré que toutes les personnes fassent partie de la communauté LGBT+, il peut quand même y avoir le côté culturel qui rentre en jeu, puisque du coup, c'est en mixité de nationalité, etc. Et du coup, ça nous arrive de faire quand même des médiations pour essayer d'expliquer, parce qu'il peut y avoir des blagues mal interprétées, des personnes qui sont plus sensibles que d'autres sur certains sujets. Donc voilà. Et du coup, nous, moi, j'essaye d'orienter au maximum vers les associations, de favoriser la pérédance, parce que moi, j'essaye de les orienter sur l'ouverture de droits santé et sociaux et sur la demande d'asile, mais je pense que les associations sont beaucoup plus compétentes que moi pour tout ce qui est soutien, etc. Et du coup, un petit message à tous, si vous connaissez des personnes en demande d'asile à la rue, n'hésitez pas à signaler à l'OFI, et même à m'envoyer un mail. J'ai mis des petites plaquettes du CADA là-bas, pour qu'on puisse faire remonter et qu'on évite justement de perdre ces places labellisées et qu'elles soient réattribuées à d'autres demandeurs d'asile. Voilà. Alors, on avait prévu un temps d'échange, mais on a à peu près une demi-heure de retard, ou presque. Du coup, on va juste passer le micro pour 1 ou 2 interventions, et après on enchaînera. Voilà, donc si vous voulez, c'est go maintenant. On a 5 minutes, quoi. Merci, c'est encore moi pour le 3e épisode, désolée. Mais du coup, il y a un truc sur lequel, au fur et à mesure, j'entends parler, donc du coup, il y a des choses qui me reviennent, donc je me dis c'est important là, le sujet sur lequel je vais prendre la parole. La thématique aujourd'hui, le cœur, c'est l'intersectionnalité, le fait d'être une personne racisée et trans. Et donc du coup, ce que je remarque aussi dans le nombre les personnes invitées, c'est que malheureusement, on est encore en minorité. Moi, je suis une personne racisée,
Je suis de base, parce que concernée, une personne expertise des questions de transidentité et d'intersectionnalité autour de tout ça. Mais aussi, je travaille tous les jours dessus. Et là, ce que je constate aussi, c'est que autour des personnes qui prennent la parole aussi, c'est important de le visibiliser, on n'en a pas parlé, mais la majorité des personnes sont blanches et non concernées, et ce sont des personnes qui travaillent avec ces personnes-là. Donc voilà, j'aimerais aussi apporter quand même ce point aussi là-dedans. Et je suis en train d'oublier quelque chose. Oui, quand je parle de formation, je parle aussi, certes, de transidentité, mais d'intersectionnalité, le croisement genre-classe-race, le fait d'être handi aussi, par exemple, ou d'être TDS, etc. Donc vous en avez parlé, etc. Mais voilà, si on se forme dans les questions de transidentité, on se forme aussi sur les questions intersectionnelles, donc notamment de race, et c'est le point qui est au cœur aujourd'hui du sujet, mais malheureusement, je vois aussi que le mot intersectionnalité ou les questions de race, elles ont pas été assez soulevées parce que le panel d'invités, hein, c'est pas contre vous, mais c'est un point important, je pense, à signaler et à visibiliser. Voilà, voilà. Ma question, c'était plutôt pour le CADA, parce que malheureusement, je connaissais votre structure, mais pas à Toulouse. Est-ce que vous avez été formé pour accompagner des personnes qui, par exemple, font des demandes de transition? Enfin voilà, j'aimerais juste savoir comment ça se passe. Et ma deuxième question, c'était, est-ce qu'il y a un réel risque? Est-ce que vraiment l'OFI manque de personnes trans à recommander en logement? Parce que de mon point de vue, du côté sur le terrain, c'est plutôt le contraire. On manque de logements. Du coup, voilà, j'aimerais bien comprendre. Alors, au niveau de la formation, moi, quand je suis arrivée, j'ai eu une formation de l'ARDIS, qui est une association sur Paris, spécialisée du coup sur la demande d'asile LGBTI, qui a duré 4 jours. Ça reste léger, il faut pas se mentir. Après, j'essaie de me former tous les jours, de rester informée, de participer à ce genre d'échange aussi pour me former au maximum. Et après, sur la question par rapport à l'OFI, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être orientées, mais le but, c'est qu'on ait aussi, nous, une visibilité dessus, pour que si l'OFI nous dit qu'il n'y a pas de personnes, on puisse lui faire remonter, que nous, les assos, nous disent qu'il y en a. Enfin, c'est aussi pour pouvoir voir, nous, que s'il y a des personnes, et que si on nous dit qu'il n'y a pas eu d'orientation, on peut leur dire que nous, on connaît des personnes qui peuvent prétendre pour rentrer au CADA. Me permet juste d'ajouter également, c'est que les personnes, c'est au moment de leur premier passage au guichet unique de la demande d'asile devant l'OFI, c'est à ce moment-là qu'on va les enregistrer. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut que les personnes, elles déclarent faire partie de la communauté LGBT, et c'est rarement le cas que les personnes, elles le font souvent après. Il n'est pas trop tard de le faire remonter à l'OFI par la suite, mais c'est vrai que voilà, c'est au moment de ce premier enregistrement, et c'est pas généralement le moment où les personnes vont le plus révéler cette information. Bonjour, je travaille dans un CADA avec des places labellisées également, et c'était pour répondre au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de représentants ici directement concernés. Alors, nous avons des personnes trans également parmi nos résidents et nos BPI, mais ils ne se sont pas sentis en confiance ce soir suffisamment pour venir prendre la parole, même pour écrire quelque chose qu'on aurait pu lire. Donc voilà, ce n'est pas une explication commune à tout le monde, mais c'est une petite part d'explication sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici directement concernées, peut-être, qui ont pris la parole. Et nous, si les places labellisées ne sont pas occupées, ce qui arrive jamais, puisqu'on a 11 places labellisées, je pense qu'on a à peu près 25 personnes de la communauté LGBT, on propose aux personnes qui sont sur des places classiques de les réorienter sur ces logements-là. Voilà. Bonjour, moi je pose une question d'une naïveté totale. Pourquoi ça hérisse certains qu'il y ait des labellisations de consultations dédiées et qu'il n'y a pas de hérissement similaire pour des labellisations dans des CADA? Alors pour les CADA, c'est différent parce que ce sont des centres d'hébergement, donc des endroits où des gens dorment, où ils vivent ensemble, où ils partagent les mêmes espaces. C'est différent que pour des consultations qui se passent à huis clos. Là, il s'agit de partager l'espace commun, de vivre ensemble. Et les personnes trans, historiquement, en prison, en CADA, à l'hôpital, on ne sait pas trop où nous mettre avec les hommes, avec les femmes.
Donc il y a aussi ce besoin de créer cet espace-là pour sécuriser un peu les gens, ou au moins leur espace de vie, leur espace privé. Par contre, pour ce qui est consultation, c'est un peu moins problématique parce que voilà, c'est à huis clos, c'est pas, ça fait moins de sens pour moi en tout cas. Ouais, et à mon sens aussi, les médecins, ils ont la possibilité en fait aujourd'hui de se former, enfin dans leur centre de santé, en fait, ils peuvent se former pour accueillir en fait tout type de public, y compris les publics trans. On peut pas forcément demander en fait à des personnes qui arrivent en France, qui vont être hébergées en CADA directement en fait de se former sur les questions trans et du coup d'être bienveillant avec ses cohabitants, cohabitantes. Et la réalité des CADA, c'est effectivement que c'est souvent des chambres partagées. Et en fait, quand il n'y a pas des CADA labellisés et des chambres en fait entre personnes trans, bah une personne trans qui se retrouve avec une personne cis, déjà que ça se passe pas toujours bien quand on est entre personnes trans dans nos chambres. Mais du coup, si en plus ça se passe avec une personne cis, en fait, c'est des cas de viol, enfin à plein de moments des cas aussi de violence. Enfin, je sais pas. En tout cas, je rejoins ce que tu dis sur le fait que ton espace de vie, c'est pas un espace de consultation médicale, quoi. Si je peux me permettre de reprendre la parole pour la madame qui du CADA, je comprends tout à fait ce. Moi aussi, je fais le même constat. C'est vrai que les personnes trans exilées d'origine étrangère, enfin les personnes d'origine étrangère et trans prennent beaucoup de temps à libérer leurs paroles. Parce qu'on nous met très tôt dans une logique d'intégration où il faut apprendre la langue française, la culture française, les codes français, la musique, le cinéma, l'alimentation. Et surtout quand on est dans une démarche de demande d'asile, on est particulièrement vulnérable, on va dire, parce que c'est une période où on est mis en examen sous toutes les coutures. Donc c'est le moment où on a le plus envie de plaire. Donc c'est pas le moment où on va prendre un petit papier, un petit crayon et écrire la France m'a maltraité. C'est là qu'on va plutôt dire merci, s'il vous plaît, pardon, juste pour avoir le droit de rester, et voilà. Donc moi je m'explique ça comme ça, et peut-être aussi c'est la responsabilité des personnes privilégiées de créer des espaces où les personnes peuvent s'exprimer plus librement, où elles se sentent moins jugées, où elles sentent qu'il n'y aura pas de répercussions négatives si elles expriment leurs ressentis. Et je pense que ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, autant du côté des personnes trans exilées que du personnel accompagnant, qui souvent sont des personnes blanches quand même, il faut le dire. Donc pour moi, c'est un travail des deux côtés où il faut délier les langues et voilà quoi. Mais oui, c'est pas... C'est une position de vulnérabilité qui fait que les gens ont envie de plaire et c'est très difficile de sortir de cette position-là. Moi, j'ai juste une petite question, si je peux me permettre. Juste assez pratico-pratique, mais où est-ce qu'on en est au niveau des demandes d'asile, de l'acceptation sur motif de transition, rejeté dans le pays ou des choses comme ça, est-ce que vous avez des données à me donner sur ça? Sur le CADA, donc, qui a ouvert que depuis septembre, on n'a pas enfin, les quelques personnes qui sont trans ont obtenu la protection. Moi, dans mon expérience, on va dire sur presque une dizaine d'années dans l'asile, c'est quasiment tous de ceux que j'ai observés qui ont obtenu la protection. Mais c'est pas, j'en ai pas non plus rencontré beaucoup. Mais il me semble que l'OFPRA a des chiffres, mais la classification est demande pour les personnes LGBTI. Et pas oui, et effectivement, pour les trans, on observe que moi j'observe que ça marche bien. Par contre, pour motif homosexuel, non, ça beaucoup plus. Ça reste très compliqué. Je trouve que ça devient de plus en plus compliqué. Enfin, nous, on constate qu'il y a pas mal de personnes demandeuses d'asile. Tu voulais dire un truc ? Mais en tout cas, moi, nous, ce qui est laborieux et ce qui est à critiquer, c'est qu'en fait, c'est pas encore sur autodétermination. En fait, c'est ce long parcours en fait de devoir prouver que tu es une personne trans. Et comme l'a très bien expliqué Jules tout à l'heure, en fait, des fois, tu mets des années à accéder à une transition médicale. Et du coup, en fait, l'OFPRA aussi à plein de moments perçoit des femmes trans comme étant des hommes gays, voire même juste des hommes cis hétéros. En fait, et c'est plutôt ça qui est laborieux. C'est aussi le fait de devoir prouver, par exemple, que tu es une femme trans quand en fait, tu n'as encore eu accès à rien, en fait, au niveau médical ni au niveau social. Et l'inverse, c'est pareil pour les hommes trans. Du coup, ça, par contre, c'est assez laborieux, en vrai, dans le fait de devoir, encore une fois, à un endroit, prouver qui on est, prouver qui les gens sont, que ce soit nous, dans le corps médical classique, et là, dans les parcours d'asile, ça se reproduit de façon exponentielle, quoi. Juste sur Toulouse, il y a une asso communautaire qui s'appelle le GECO, qui aurait, je pense, beaucoup de choses à répondre sur ce côté-là, mais une partie du travail que fait le GECO,
C'est du coup une asso communautaire de personnes LGBTQI+, en soutien aux personnes migrantes LGBTQI+. Et une grosse partie du travail qu'ils font, à part les temps conviviaux et récolter de l'argent pour pouvoir aider les personnes à aller à leur entretien à Paris, c'est de préparer les gens à la violence des entretiens et à comment il faut convaincre qu'on fait partie de cette communauté. Et du coup, moi en tout cas, les échos que j'ai eus par des amis du GECO, c'est que c'est vraiment très compliqué et qu'il y a des personnes qui carrément se déguisent. Enfin, ça fait partie des stratégies qui n'y vont pas telles qu'elles sont dans la vie et qui se déguisent pour correspondre à une image de la personne trans, de la personne lesbienne, gay, bi. Bon. Si je peux juste me permettre d'ajouter, c'est que la personne va obtenir l'asile en raison de son identité de genre. Mais par contre, par la suite, l'OFPRA va enregistrer ce qui a été enregistré au départ. On va garder l'identité de naissance. Donc si la personne, toute sa demande d'asile, on s'est battu pour faire reconnaître qu'elle était persécutée en raison de son identité de genre, et ben en fait, ok, c'est gagné, mais derrière, tu dois repartir avec toute la galère française pour après le faire avoir les papiers administratifs français. Donc c'est un vrai parcours du combattant pour ces personnes. Merci. Excusez-moi, bonsoir, si j'ai le temps de poser une dernière question. Moi, je suis travailleur social sur Toulouse et je voulais savoir un petit peu, donc EduxP, personnes concernées par la transidentité. Je suis stressée, regardez devant s'il vous plaît. Je voulais savoir un petit peu quels étaient les liens des assos avec notamment l'aide sociale à l'enfance concernant la question des personnes mineures, qu'elles soient mineures non accompagnées ou pas, sur la question de la transidentité. Voilà, et comment c'était éventuellement travailler avec les collègues de l'ASE ou pas. Voilà. Non, en fait, je ne vais pas pouvoir répondre grand-chose, mais on a eu des tentatives, on va dire, de lien. Et donc, il y a le pôle social à Clarté qui a été monté en 2021, qui vise à justement faire de la médiation sociale, on va dire. Et bon, notre porte est ouverte à l'ASE. On a eu quelques échanges sur des cas particuliers. Et on a reçu une personne qui était venue accompagner de son éduc. Mais il n'y a pas eu de lien en fait qui s'est vraiment maintenu après. Donc, ce serait intéressant peut-être d'en discuter si tu as des pistes et tout. Mais en tout cas, voilà, malheureusement, je ne peux pas vraiment dire. Après, il y a une autre asso qui est, je pense, là, qui est EM2T, peut-être, qui a envie de réagir, je ne sais pas. Alors, bonjour, moi je suis Agnès, je suis hyper stressée. Je fais partie de l'EM2T. J'avais plusieurs petites choses à dire ce soir. Pour répondre, effectivement, en plus, je suis travailleur social au conseil départemental en parallèle. On n'a pas trop... on a été sollicité, nous, à 2 reprises par une EMDS pour des jeunes. C'est pas encore gagné. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler sûrement à partir de septembre, de se mettre davantage en lien. On a commencé, mais de se mettre davantage en lien avec les MDS et de faire un peu de l'information au niveau du service, au niveau de la direction enfance et famille. Voilà. Donc là, moi, j'ai pas trop de réponses. Ce que je voulais, du coup, j'ai le micro, j'en profite. Je remercie. Je suis venue comme ça, donc je remercie la SQF d'avoir ramené des flyers de notre association, parce que moi, j'y ai pas pensé. Merci. Et puis, je voulais dire aussi que samedi 25 à 13h, au métro Capitole, on organise un rassemblement pour défendre les personnes trans et puis surtout nous, là, on est vraiment pour nos mineurs. Donc on attend que vous soyez tous là, on attend que vous communiquiez sur les réseaux parce qu'il faut qu'on soit nombreux
Et il faut qu'il y ait des personnes concernées, mais moi je pense aussi qu'il faut qu'il y ait des personnes, qu'il faut qu'il y ait les alliés, parce que nous on va venir avec des enfants, on va venir avec leurs parents, et il faut qu'il y ait tout le monde, quoi, vraiment. Voilà, merci.